Chers amis, chers lecteurs, chers abonnés de l'Antipresse, chers abonnés de la chaîne YouTube de l'Antipresse, bonsoir, nous sommes le vendredi 7 mars, veille de la journée de la femme, comme vous le savez, j'espère que, messieurs, vous allez y penser demain. Et nous commençons le briefing de la 484e édition, et donc de la 484e semaine de l'Antipresse, votre revue increvable, qui vous provoque, vous informe, vous fait réfléchir, vous amuse, vous irrite depuis bientôt 10 ans sans interruption. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de choses qui changent depuis 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent et de choses qui disparaissent, des gouvernements, des chaînes de télévision, des journaux, des projets, des guerres qui se déclenchent et qui s'éteignent. Il y a une chose qui ne change pas, c'est la parution de l'Antipresse tous les dimanches matins, entre 5 et 7 heures, quelquefois avec un peu de retard quand il y a un problème technique, c'est très rare. Et évidemment ce briefing du vendredi soir, que nous n'avons pas raté depuis, je crois, depuis qu'il existe, depuis le printemps 2020, et ceux et celles qui nous suivent depuis le début sur ce briefing savent que son origine, c'est le confinement, puisque à l'époque j'avais commencé de faire ces causeries en direct, et nommément à partir d'une forêt magnifique du fin fond du Valais, dans les Alpes, pour un tout petit peu, me semble-t-il, soulager l'étouffement que subissaient nos amis français en particulier, qui n'avaient même pas le droit de sortir de chez eux, ou pratiquement pas. Et en tout cas, qui s'ils allaient comme moi à l'époque dans les montagnes pour s'aérer les poumons, ce qui semble assez logique en période de maladie pulmonaire, eh ben, ils se faisaient traquer par hélicoptère. Nous étions dans une dystopie, ce que j'ai utilisé comme terme, moi-même, pour qualifier cette période. C'était d'abord les chroniques de Corona Foirus. Tout de suite, j'avais créé un blog sur Marianne, qui s'est d'ailleurs éteint parce qu'il était manifestement incompatible avec l'esprit ambiant de la presse française, et même à Marianne. Donc j'avais créé un blog pour me moquer de cette panique artificiellement créée et entretenue. Et ça, je l'ai fait tout de suite. Et puis ensuite, comme je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y avait pas de maladie du tout, il y avait une grippe, mais je pense qu'il n'y avait pas, en tout cas pas lieu de soulever une pareille panique. J'ai essayé de trouver une appellation pour cette période. C'était pas une pandémie, c'était une dystopie. Alors, c'était une dystopie, c'est-à-dire un cauchemar créé par l'homme à partir d'une bifurcation de l'histoire. Alors, du coup, j'ai appelé ça la pandystopie. La pandystopie. Et pourquoi je vous en parle ce soir? La pandystopie a été un grand tri. J'ai été reconnaissant au destin, à Dieu, au fond, après cette période, et malgré tous les tracas qu'elle m'a apportés au plan personnel, à moi, à mes proches, malgré toute cette sordide période de chassé-croisé avec les autorités, où il s'agissait disons, de trouver des documents ou de les contrefaire, d'éviter des contrôles, si on n'était pas, évidemment, si on ne se pliait pas à la loi imposée, à la loi d'exception imposée, donc si on ne voulait pas de ces passes, trucs, choses, et si on ne voulait pas se faire résiner non plus. Et donc c'était une période pénible. C'était une période pénible à un moment donné. Je me souviens très exactement qu'en 2021, lorsque on a exercé cette terrible pression pour le résinage universel de tous, pression
que les autorités elles-mêmes allaient ensuite nier avoir exercé, et que je revenais d'une balade en montagne, dans les magnifiques préalpes bernoises, du côté de Gstad. Les amis suisses et les alpinistes me comprendront, c'est un très très bel endroit, et que, fidèle à mes habitudes, quand je vais marcher dans les Alpes suisses, qui sont que, à la fin de la marche, on s'arrête dans un de ces charmants petits restaurants avec une terrasse en bois et avec des géraniums aux fenêtres, qui sont plus des chalets que des établissements publics. Et donc je voulais m'arrêter dans un de ces petits hôtels-restaurants pour prendre un verre de blanc, et éventuellement manger un morceau, et je me suis rendu compte qu'il y avait, à la porte de ce restaurant, une pancarte m'interdisant à moi d'entrer là-dedans. Alors, il y a des gens qui ont été plus intransigeants que moi, parce que c'était pas la seule fois où j'ai été viré de la sorte, et c'était vraiment douloureux. C'est à ce moment-là que vous sentez ce que c'est que l'apartheid. C'est là que vous sentez ce que c'est que de porter un brassard jaune, ou que vous sentez, je sais pas moi, vous vous sentez noir en Louisiane ou dans l'Alabama dans les années 50. C'est pas la seule fois. J'avais un lieu où j'aimais beaucoup travailler, c'était un très joli café, aussi en Suisse, et puis qui a fièrement appliqué toutes les mesures. Alors, des amis ont été plus intransigeants que moi. Ils ont juré, et s'y sont tenus, de ne plus jamais mettre les pieds dans les établissements qui avaient pratiqué cette politique. Moi, j'y suis retourné parce que je ne suis pas rancunier, et puis aussi parce que si certains de ces établissements n'ont pas accepté la règle, ils ont eu toutes les difficultés du monde. Certains ont dû fermer, certains ont été tabassés, comme nous en avons rendu compte dans l'antipresse à l'époque. Et au fond, les gens font ce qu'ils peuvent dans leur vie. Même quand ils ne sont pas d'accord, ils sont obligés quelquefois de se plier. Quelquefois, eh bien, on se soumet parce que, non pas à cause de soi-même, non pas à cause de sa propre couardise, mais parce qu'on a une famille à nourrir, parce qu'on aime son travail, et puis qu'on n'a pas envie de cesser, même si on pourrait, je sais pas, passer en retraite, etc. Et à ce moment-là, la soumission devient un acte, en quelque sorte, d'abnégation. Mais voilà, donc j'ai de la compréhension pour les gens, je ne leur tiens pas rigueur, je retourne. Ils sont un peu foireux quelquefois, pas quelquefois non, d'ailleurs c'est même pas la peine d'en parler, mais ce que j'ai pu observer pour cette période, c'est que ça a fait un grand tri, ça a fait un grand ménage dans mes propres fréquentations. Et au fond, les relations, les amis qui me sont restés, après cette période, ou les nouveaux amis, ce qui est plus intéressant que cette période m'a apporté, eh bien ce sont des gens, pour moi, de mon point de vue, d'une qualité tout autre que le tout venant que je pouvais fréquenter auparavant, pour des raisons qui étaient quelquefois des raisons de simple socializing. C'est fini le socializing. C'est fini les cocktails, les invitations, les grands banquets ou les vernissages où vous allez non pas parce que vous aimez bien le peintre, de toute façon vous n'allez pas voir ces tableaux vu qu'il y a tellement de monde, vous ne les voyez pas, il faut aller voir les tableaux quand c'est pas le vernissage. Mais parce que, non, tout ça c'est l'époque du bavardage, c'est fini. Et comme disait Baudelaire il y a bientôt 200 ans, plutôt comme il l'écrivait, le temps des mauvaises écritures est passé également. On plaisante plus. La vie a acquis un plus grand poids après cette période de pandystopie, et en acquérant du poids, elle a acquis évidemment aussi du prix et de la saveur. Mais maintenant, je vous parle du Grand Tri, eh bien, il revient. Il revient parce que, vous vous rappelez que
un certain Nécron, empereur d'un empire en capilotade, avait déclaré, à l'époque où commençait cette épidémie de grippe saisonnière déguisée, disons, déclaré « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. » Le voilà qu'il récidive cette semaine, de nouveau, évidemment. La menace concrète, la vraie menace, est à peu près aussi aiguë et aussi pernicieuse, aussi dangereuse, aussi réelle que celle de l'époque. Et comme à l'époque, je soupçonne Nécron et son entourage de le savoir. Ou sinon de le savoir, s'en douter un peu. En tout cas, ils savent qu'ils ne craignent pas vraiment ni la peste bubonique, ni les conquêtes ottomanes, ni l'un ni l'autre. Mais avec leur instinct de carriériste, de profiteur, de parasite, de manipulateur, de spin doctor, de raider, de sensu. Ils savent très bien qu'il n'y a rien de tel qu'une situation de choc, une situation de sidération pour rouler les gens, pour profiter d'eux, pour leur imposer des choses qu'ils ne voudraient jamais. Naomi Klein, la journaliste et activiste canadienne, a consacré un grand livre de référence à cette... Elle a parfaitement expliqué ce que c'est, cette stratégie du choc qui est concomitante, qui est la sœur jumelle du capitalisme du désastre dans lequel nous vivons, et dans lequel nous vivons de manière évidente, visible, depuis en tout cas la fin de l'URSS. Parce qu'avant, comme disait Alexandre Zinoviev, auparavant, le capitalisme sauvage devait quand même un petit peu se tenir, se mettre la cravate et le nœud papillon, parce qu'il y avait un système concurrent, l'URSS, et puis il fallait quand même se défendre, il fallait quand même séduire encore les populations, il fallait encore les garder par la séduction. Maintenant, il n'y a plus de séduction, maintenant c'est la coercition, ou le nudge, la coercition douce, c'est-à-dire que on veut vous forcer à faire quelque chose, mais on le fait à la manière des dresseurs de chevaux, ou des dresseurs de chiens. Vous pouvez ne pas faire ce qu'on vous dit, mais vous n'aurez pas le sucre. Vous aimez bien les sucres? Ben, vous allez faire ce qu'on vous dit. Et même si vous n'aimez pas le sucre, ben, au bout d'un moment, il n'y a que le sucre, il n'y a pas d'autre nourriture. Alors, vous préférez crever de faim? C'est à peu près le choix devant lequel on a laissé vous savez, le personnel soignant à l'époque. Vous voulez crever de faim? Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez refuser évidemment le résinage, mais vous creverez de faim. On vous met à pied, on vous licencie même pas, parce que là vous auriez droit au chômage. Non, on vous met à pied. C'est ça le nudge. C'est pas tellement tendre. Alors, nous sommes dans une nouvelle période comme ça, en Europe. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres continents, parce que nous avons beaucoup de lecteurs aussi en Afrique, dans l'Océanie, à La Réunion, bonsoir les dames, à Madagascar, à l'île Maurice, dans les Amériques. Je ne sais pas ce qu'il en est là-bas, mais en Europe, nous sommes repartis pour une dystopie carabinée. Jusqu'à ce qu'elle se casse la gueule, bien sûr, parce que, au fond, ce psychodrame que je vous décris, et qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la bobocratie européenne, ou l'eurocratie, ce psychodrame affecte aujourd'hui quelque chose comme peut-être 5% de l'humanité. Le reste s'en fout complètement. Rigole. Alors, l'autre jour, c'est-à-dire hier, je prenais quelques notes en vue de cette rencontre avec vous ce soir, et puis, comme je prenais les notes, je me suis rendu compte que je faisais des listes. Ces derniers temps, je fais des listes. Alors, la liste que j'étais en train de faire, je me suis rendu compte qu'elle commençait à rimer. J'étais en train de faire un rap. Alors, le rap, je l'ai intitulé Le Grand Tri, parce que c'est aussi le titre de ce briefing de ce soir, que j'avais déjà en tête.
Et j'ai publié le petit rap sous forme textuelle, sous forme de tweet hier, mais je vais vous le relire parce que ça m'évite de refaire cette liste de tête. Cette guerre de tranchées a bien fait le ménage. Nos entrailles nous guident et non pas la tête. Nous sommes où nous sommes à cause de l'entourage. Voyez-moi donc ces minus qui se la pètent, les tendeurs de croche-pattes, les foutriquets, les mouilleurs, les sages psychopathes, les éternels lèche-culs, les perroquets du par-cœur, ceux qu'on disait ficelles en Suisse, les souliers pointus, les répéteurs de leçons, les donneurs d'icelles, les fils à maman, les fonds-semblants, les pré-vieillards imberbes, les non-partageurs de goûter, particulièrement dégueulasses, les délateurs de bancs d'école et tous les Judas en herbe se trouvent tous du même côté, le côté de la norme, raisonnable et folle. Quel soulagement! La norme raisonnable et folle. On le sait, Diogène, Socrate, les exemples classiques abondent. On ne va pas ressortir l'Antiquité, mais plus proche de nous, Baudelaire, qui a mené une vie de saltimbanque, d'éternel endetté. Rimbaud, celui qui a vu des choses derrière les voiles. Je sais pas moi. Les poètes russes, soviétiques. Les gens qui avaient vu des choses, souvent, ils ne sont pas dans la norme. Ils ne sont jamais dans la norme raisonnable et folle. Ils se protègent quelquefois par la déraison, ou l'aspect de la déraison, parce que ça leur permet de dire les choses. Ça leur permet de comme au bouffon. Le bouffon, c'est celui qui dit, c'est le seul qui puisse dire les vérités au roi, parce qu'il est le bouffon, parce que son métier est de rire, ou de faire rire plutôt, et de divertir. Mais quelquefois, le bouffon dit des choses vraies, et il est le seul à les dire. Donc, la norme raisonnable et folle aujourd'hui, sur notre continent, par exemple, elle nous isole complètement, de manière anthropologique, de manière civilisationnelle, elle nous isole, nous, Européens, et Canadiens, et Australiens, Néo-Zélandais, Israéliens. Elle nous isole du reste, elle nous isole de l'Amérique de Trump, elle nous isole de la Russie, elle nous isole de l'Arabie, elle nous isole de la Chine, de l'Afrique, du Grand Sud, etc. Sur un ensemble de valeurs qui sont folles, des chimères. Par exemple, c'est un peu la matière de mon article cette semaine, je vous donne un marqueur très facile qui vous permet de manière numérique, c'est-à-dire avec des chiffres entiers, de déterminer si vous êtes dans l'empire des chimères ou si vous êtes dans le monde réel. Vous vous demandez si un pays, c'est-à-dire son système politique, judiciaire, éducatif, combien dans ce pays le système judiciaire, politique, médiatique, éducatif, considère qu'il y a de genre dans l'humanité. Si dans tel pays, on dit plus que 2, eh bien, il est au royaume des chimères. Eh bien, vous pouvez les compter. Vous savez très bien où vous êtes. Et comme c'est un royaume de chimères, et comme les chimères sont totalitaires, vous savez, un somnambule, il ne faut pas le bousculer dans son rêve. C'est très dangereux de bousculer un somnambule. De la même manière, comme Ariane Biran l'a expliqué avec beaucoup de clarté et beaucoup de
de clairvoyance. Clarté et clairvoyance, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le dernier numéro de l'Antipresse, la caractéristique la plus marquante, la plus étonnante aussi, et puis un peu le suicidaire aussi du totalitarisme, c'est qu'il ne tolère pas les exceptions. Alors vous pourriez dire par exemple, mais pourquoi est-ce qu'on ne tolérerait pas qu'un petit groupe humain fermé, non prosélyte, puisse vivre comme il l'entend, par exemple en croyant au Saint Spaghetti ou à la rédemption par les extraterrestres? Pourquoi? Par exemple, bon, ici en Suisse on peut, mais en France, vous savez, il y a ces lois ou ces règlements anti-sectes qui font que vous êtes persécuté dès que vous sortez de la norme, par exemple, ne serait-ce que lorsque vous croyez aux médecines naturelles. Comme est persécuté un Thierry Casasnovas, par exemple. Pourquoi? Parce que la France, avec sa révolution, est la matrice du totalitarisme. Et dans certains domaines, elle est restée telle que la révolution l'a recréée, l'a refaite, l'a réinitialisée. Un système totalitaire à plein, dont évidemment les habitants ne se rendent pas compte forcément toujours de sa nature, parce que on ne pense pas tout le temps à ça. Et puis on n'est pas toujours concerné. Mais on est concerné lorsque on est dans une communauté religieuse un peu atypique ou qu'on refuse la médecine pharmaco-chimique. On s'en rend compte très vite. Là aussi, c'est un grand tri. Vous savez de quel côté, lorsque le système pèse sur les gens, vous savez de quel côté seront les mouilleurs, les carriéristes, les non-partageurs de goûter, les délateurs de cours d'école. On le sait très bien. C'est toujours la même chose. Ils seront du même côté que le côté où ils étaient du temps de l'occupation, etc. Non. C'est très curieux que la France, je ne dis pas la France, mais enfin, le régime français se soit mis se soit mis en pointe d'une volonté de croisade. Croisade contre la Russie, en peignant une sorte de menace russe dont on n'arrive pas à voir les contours, parce qu'à la fois dans le système politique et médiatique français, on vous dit que l'ennemi est à nos portes, mais on vous dit aussi que l'ennemi n'est pas capable de vaincre l'Ukraine. Est-ce qu'il est à nos portes ou est-ce qu'il n'est même pas aux portes de Kiev? Il faudrait savoir. Ensuite, on vous dit qu'il faut protéger la souveraineté de l'Ukraine, tout en continuant de démanteler, sans opposition et sans résistance, notre propre souveraineté de nos pays. C'est intéressant. On vous dit de serrer la ceinture alors que vous l'avez déjà fait. On vous dit des choses qui sont des oxymores, des contradictions dans les termes. Et à un moment donné, soit c'est signe qu'ils veulent vous rendre fou, soit qu'ils sont fous. D'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. La folie est contagieuse. Elle aime contaminer. Et surtout, elle n'aime pas les exceptions. Ce qui fait que, quand des gens gardent la tête sur les épaules, et qui ne sont pas dans la norme raisonnable et folle, mais dans le simple bon sens, la common decency, comme disait Orwell, eh bien, ils deviennent des ennemis à combattre. Et l'actualité de la semaine dernière, bon, elle était riche, mais l'événement qui a tout déclenché, c'est-à-dire la rencontre entre messieurs Trump, Vance d'un côté et monsieur le petit bonhomme vert de l'autre, le 28 février à la Maison-Blanche, non seulement a tout déclenché, mais elle contient, comme dans une, vous savez, comme dans un de ces, comment on appelle ça, des œufs à neige, vous savez, ces cristaux à neige, ces presse-papiers qui contiennent tout un univers, un château, une ville, vous secouez, il y a la neige qui tombe. Eh bien, cette rencontre contient, comme un microcosme, toutes les contradictions du monde actuel, c'est-à-dire de l'Occident actuel, parce que l'Occident est fragmenté.
Et si vous lisez attentivement le déroulé des événements, vous voyez tout et vous voyez ce qui va venir. C'est ce que j'ai fait cette semaine dans un article évidemment démagogiquement et facilement intitulé « Divorce à l'américaine ». Éric Werner propose, lui, un autre angle d'attaque sur cette époque et sur les événements que nous sommes en train de vivre, qui sont extraordinairement rapides et précipités. Lui, il dit simplement, c'est un déjeuner avec le diable. Un déjeuner avec le diable, on ne plaisante pas. Et il revient sur un auteur que nous affectionnons beaucoup, qui est Dmitri Orlov, l'auteur des 5 étapes de l'effondrement, donc le père fondateur de la collapsologie, si l'on peut dire. Et il dit que, voilà, il cite Orlov pour poursuivre son raisonnement, en disant « L'effondrement n'est pas un accident, c'est un produit élaboré. Il est élaboré par ceux qui estiment qu'un niveau supérieur d'autorité, de coordination, d'harmonisation et d'unité est toujours un bénéfice net à n'importe quelle échelle. Donc, on s'effondre, donc on resserre le contrôle. Ou on resserre tellement le contrôle qu'on accélère l'effondrement. Mais on a toujours besoin de contrôle. » Alors, amis français, amis italiens, amis européens, amis croates, je vous le dis avec toute ma compassion, faites gaffe à vos économies et à vos fonds de retraite. Juste comme ça, en passant. Sur quoi s'enchaîne notre passager clandestin de ce numéro? Ludovic Joubert, qui publie la 3e partie de cet article assez étonnant et très complet, très fouillé sur l'ingénierie sociale moderne, et telle qu'elle a été développée dans les pays d'Occident, pas l'ingénierie sociale de l'Allemagne hitlérienne ou de l'URSS, non, l'ingénierie sociale telle que nous l'avons connue chez nous, développée chez nous, mais dont nous n'avons pas parlé parce que nous étions le monde démocratique, donc ces choses-là ne pouvaient pas exister tout simplement. Et sous le titre « Ces voix dans nos têtes », que j'aime beaucoup, qui évoque pour moi certains morceaux extraordinairement prophétiques de l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vous savez, celui où il est dit qu'il y a un fou qui est dans l'herbe, et puis ensuite il est dans le hall de la maison, et puis ensuite il se rapproche le fou, il est dans ma chambre. Et puis finalement, il y a quelqu'un dans ma tête, mais c'est pas moi. Ces voix dans nos têtes, donc, abordent cette semaine des techniques de prise de possession, des techniques documentées. C'est pas du tout des élucubrations, ce sont des techniques documentées par leurs auteurs eux-mêmes, de prise de contrôle ou de détournement, non pas de la conscience, mais là, on arrive puisque c'est le dernier épisode, c'est le pinacle, on arrive au contrôle de l'âme humaine. Au contrôle de l'âme humaine, parce que, comme dit... comme le dit l'auteur, Ludovic Joubert, qui a une conscience ontologique, qui a une conscience métaphysique du problème, c'est que la tragique ironie, je le cite, de tous ces programmes, c'est que la destruction de l'âme qu'on veut mettre en place implique l'existence de celle-ci. Il implique qu'on croit à celle-ci, ce qui est le grand paradoxe des sociétés matérialistes, qu'elles soient libérales ou socialistes. S'il n'y avait pas d'âme humaine, il ne s'emploierait pas autant à la détruire. Et puis, je vous signale aussi un très beau texte qui va paraître dans cette nouvelle rubrique que nous avons créée avec Mathilde Jaffre. C'est la rubrique « Voyez-moi ça ». Alors, c'est une grande cinéphile qui vous retrouve des perles en libre accès en général, que vous pouvez visionner sur Internet, des perles du cinéma classique, du cinéma ancien ou du cinéma moins ancien, avec une analyse dense, profonde, concise de ces films que vous avez peut-être pas, que vous avez peut-être vu passer sans vous rendre compte des trésors qu'ils contiennent. Et là, c'est vraiment une incitation à revisiter tout notre patrimoine cinématographique. Et cette semaine, on va parler de Fritz Lang. Donc voilà, beaucoup de choses. Et puis, alors, pour finir, pour ne pas trop traîner, je ne peux pas résister à l'envie de vous citer Dostoïevski. Et pourquoi j'ai envie de vous citer Dostoïevski? C'est parce que dans le contexte de ce grand tri, vous savez,
un des aspects du grand trick dont je suis moi-même, disons, la victime ou le bénéficiaire, selon comment on le regarde, c'est que jusque en 2020, j'étais régulièrement invité dans des débats ou des émissions de grand public sur les télévisions, qu'elles soient suisses ou françaises, et puis maintenant plus du tout. Je ne peux pas m'en plaindre parce que quand on voit la faune aujourd'hui qui s'y... Enfin, pas la faune, mais disons la compagnie qui s'y assemble, on a l'impression que quelqu'un a oublié de fermer l'asile d'aliénés à clé, et puis ils se sont tous précipités devant la première caméra. Bon. Alors, les plateaux de télévision français regorgent de spécialistes qui nous expliquent ce que c'est que, par exemple, la menace russe, la Russie, pourquoi c'est dangereux, etc. Dostoïevski, donc 150 ans plus tôt, avait fait une remarque sur ces Français qui savent beaucoup de choses, qui savent tout sans rien savoir. Il avait observé comment se comportaient les Français en visite en Russie. Et il disait ceci, les Français en visite ne sont pas du tout comme les Allemands. Ils sont tout le contraire. Un Français vient chez nous pour nous regarder avec un regard de la plus haute clairvoyance, pour sonder d'un œil d'aigle tous nos antécédents, et pour prononcer une opinion définitive et peu attrayante. Ensuite, parce qu'il savait à Paris ce qu'il allait écrire sur la Russie, peut-être même qu'il avait écrit son récit de voyage à Paris avant même d'aller en Russie, et qu'il l'a peut-être même vendu à un libraire. Et parce que donc il savait tout ça, il viendrait chez nous ensuite pour briller, nous captiver et s'envoler. Un Français est toujours sûr qu'il n'a personne à remercier et rien à faire, même s'il en a vraiment fait quelque chose pour lui. Non pas qu'il ait mauvais cœur, au contraire, mais parce qu'il est bien certain que ce n'est pas à lui, par exemple, qu'on a fait plaisir, mais que lui-même, par sa seule apparition, a rendu tout le monde heureux, consolé, récompensé et satisfait sur son passage. Le plus oisif et le plus dissolu d'entre eux, ayant vécu en Russie, nous laisse la certitude d'avoir rendu les Russes heureux et d'avoir transformé au moins en partie la Russie. Alors, je ne vise personne en particulier, et surtout pas mes excellents lecteurs français, ceux de ma chaîne et, les abonnés de cette chaîne, mais si vous voyez une ressemblance quelconque avec certains personnages publics de la vie publique française, je ne crois pas que ce soit un pur hasard. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais vous exhorter à, évidemment, mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager, à faire connaître ce canal. Et je me permets aussi, cette fois-ci, puisque nous sommes de nouveau dans une période de grand tri, de vous signaler qu'il y a un problème de censure en Europe. Il se peut que très rapidement, la situation dégénère. C'est quelque chose que nous avons déjà connu en 2020, nous avons déjà une certaine expérience, et même avant, j'y pensais moi depuis longtemps, parce que je suis quand même né dans le système communiste. Donc, nous avons développé non seulement une technologie pour éviter d'être bloqué par la censure, donc l'architecture de publication de l'antipresse et protéger la contre, je ne vais pas entrer dans le détail, pas ici, mais nous avons aussi des précautions de langage, comme vous le savez, parce que nous avons parlé de tout depuis que ce briefing public existe, et nous n'avons été bloqués, c'est-à-dire censurés par YouTube qu'une seule fois. Ça m'a servi de leçon, j'ai changé de mon vocabulaire, et puis ça ne s'est plus jamais produit. Donc, je vais peut-être, dans les semaines qui viennent, en dire moins dans ce briefing que ce que je dis dans l'antipresse. D'ailleurs, cette fois-ci, vous serez peut-être étonné de voir qu'il y a beaucoup plus dans l'antipresse que ce que je dis. C'était une aimable causerie, ce que je raconte maintenant, mais la vraie matière, elle est dans la revue. Alors, il y a des gens qui m'écrivent ou qui mettent sous les commentaires « Oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites des pirouettes ?» Non, je ne peux pas en dire plus, mais si vraiment vous voulez savoir quelle est notre pensée, si vous voulez suivre cette pensée à travers toutes ces vicissitudes et toutes ces tempêtes que nous avons traversées ensemble, depuis 10 ans, mais abonnez-vous. C'est beaucoup moins cher qu'un abonnement à Netflix, je vous le signale quand même. Et puis, comme je le dis toujours, si vous avez vraiment besoin, si on a vraiment besoin
d'avoir des appuis dans la pensée, si on a besoin d'être correctement renseigné, si on a besoin de simplement ne pas se sentir seul avec ses idées et de savoir qu'il y a des gens qui pensent comme nous et qui même peuvent apporter de l'eau à notre moulin, eh bien, c'est quelque chose qui est fondamental. Personnellement, j'ai beaucoup d'abonnements comme ça, notamment dans le monde anglo-saxon, parce que les Français en général, les francophones, ne sont pas très attentifs à tout ce qui se publie dans le monde anglo-saxon, et encore moins au monde russe, que je lis aussi. Et donc j'ai beaucoup d'abonnements, et je ne regrette pas de les avoir payés, parce que de la même manière, je ne regrette pas de payer mes chaussures très chères. Parce que il y a trois outils pour moi qui sont fondamentaux dans ma vie et mon travail. Ce sont mes chaussures, mes ordinateurs et mes couteaux. Le reste est optionnel. Voilà, c'est un raisonnement que je vous propose si comme beaucoup que je vois dans le chat ou dans les commentaires, vous êtes en train d'hésiter. Oh là, c'est trop cher. Bon, bah, c'est comme ça. Une bonne paire de chaussures n'est jamais bon marché. Voilà. Et puis nous ne sommes même pas chers. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Il fait beau chez nous. J'espère que vous pourrez aller vous aérer, passer de bons moments avec vos amis. Que vous ne vous inquiéterez pas trop de la Troisième Guerre mondiale. C'est, à mon avis, surtout un spectacle destiné à vous, de nouveau, à vous sidérer pour vous faire les poches. Et dans cet esprit qui est printanier et prime-sautier, je vous donne rendez-vous à la 484e édition et la 484e semaine de l'Antipresse ce dimanche, comme tous les dimanches, entre 5 et 7 heures du matin, au format PDF, texte, EPUB pour les liseuses et audio. Et si vous avez un abonnement et que l'Antipresse ne vous parvient pas dans votre boîte aux lettres, ne paniquez pas, vous savez que vous pouvez retrouver la dernière édition sur le site de l'Antipresse. À bientôt.